Donc maintenant, je vais juste brièvement, je vais vous présenter chaque et je vais leur demander de répondre à une question pour commencer et peut-être de limiter leurs remarques à peu près à 5 minutes. Après, nous aurons du temps pour qu'ils interagissent entre eux. Donc, je vais commencer avec Anjum, ensuite je passerai la parole à Lindsay et après à Paul. Donc, je vais commencer avec Anjum. Donc, je voudrais vraiment demander de vous présenter brièvement et ensuite après de vous positionner et de dire quel est votre rôle. Donc, Anjum est la directrice des politiques publiques et des communications stratégiques du YWCA au Canada. Elle est l'auteure principale et la responsable des opérations pour un rapport très important qui est intitulé Un plan de reprise économique féministe, faire que l'économie fonctionne pour tout le monde. Anjum est une experte nationale et internationale en politique publique. Elle s'est jointe à nous pour notre première série de webinaires sur la COVID-19 au printemps dernier. Donc, Anjum, si tu pouvais lancer la conversation des panélistes pour nous en répondant à cette question. Comment la crise actuelle de la COVID-19 a-t-elle mis en lumière les problèmes politiques auxquels vous êtes confrontés et comment pouvons-nous faire avancer les choses et profiter de ces opportunités politiques qui sont en train de s'ouvrir et qui sont disponibles pour l'instant? D'abord, merci pour le travail que l'organisation a fait en termes de créer des espaces pour avoir cette conversation. Ça me fait vraiment plaisir d'être de nouveau avec vous un an plus tard. Donc, l'année dernière, je parlais de l'impact sur le genre et intersectionnel. Et donc, c'est malheureusement, un an plus tard, certains des points que j'ai mentionnés se sont en fait accélérés. Donc, les femmes ont vraiment été en première ligne de cette crise. Et je veux dire, par femmes, je veux dire les femmes racialisées, noires, autochtones, les femmes immigrantes et aussi les jeunes femmes. Et malheureusement, même si elles sont en première ligne de cette crise, elles ont aussi été poussées de côté. Donc, elles ont vraiment vécu la majeure partie des pertes qui a été publié par RBC Économique et ils ont aussi, il y a un an de cela, mais ils en ont publié un autre il y a une semaine de cela. Ils ont montré que les femmes ont été les premières victimes, en fait, des pertes économiques. Et encore, de nouveau, c'était les femmes racialisées, noires et autochtones, les nouvelles arrivantes, les immigrantes et aussi les jeunes femmes. Et les jeunes femmes, surtout, de 24 ans et moins, c'est vraiment le groupe démographique vraiment eu le plus touché comparé au niveau avant COVID. Il faut regarder à cette problématique d'un point de vue du genre, d'un point de vue intersectionnel, aussi d'un point de vue intergénérationnel. Nous voyons en fait les pertes économiques, mais nous voyons aussi que qu'il y a un triple fardeau que beaucoup de femmes, beaucoup surtout les femmes qui ont des jeunes enfants, auxquels elles sont confrontées. Et donc, il faut qu'elles travaillent et donc, elles travaillent en dehors de leur foyer, mais il faut aussi qu'elles prennent soin de leurs enfants parce que les écoles sont fermées. Et donc, en plus, elles doivent les enseigner. Et donc, c'est vraiment, ça s'est accéléré dans cette période. Et il y a beaucoup de femmes maintenant qui sont sorties du marché du travail à cause de ce triple fardeau auquel elles sont confrontées. Et finalement, il y a aussi une autre pandémie qui s'est accélérée pendant cette période. C'est ce que nous appelons, ce que les Nations Unies appellent en fait la pandémie de l'ombre. Et c'est vraiment la croissance de la violence domestique. Donc, il y a eu une hausse de 33% des cas. Donc, nous, à YWCA, nous sommes en train de gérer cette crise et nous avons vu une augmentation jusqu'à 40% de demandes pour avoir accès à ces refuges contre la violence domestique. Donc, la demande a augmenté, mais il est difficile de leur donner du soutien à cause de la distance physique. Et donc, ce que cela veut dire, c'est que cela a un impact sur la santé économique, sociale, physique et aussi mentale. Mais malgré ces moments difficiles dans lesquels nous sommes et, malgré le recul, en fait, de l'égalité de genre en cette période, nous avons quand même une opportunité politique devant nous. C'est vraiment ça tombe à point que nous parlions aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est la semaine en fait des femmes, mais c'est aussi
le premier anniversaire, en fait, de la pandémie de la COVID-19, il y a quelque chose qui a été annoncé ce lundi. C'était une groupe de travail pour les femmes dans l'économie. Donc, c'est la ministre Freeland qui a annoncé ce groupe de travail et pour les 6 à 8 prochaines semaines, ils vont essayer de concevoir un plan d'action pour les femmes dans l'économie. Et donc, et cela faisait partie de nos recommandations. Donc, malgré les défis dont je vous ai parlé, et ce sont des défis qui étaient présents l'année dernière, pour être honnête, mais il y a aussi de vraies opportunités. Et je pense que la plus grande opportunité, c'est par rapport aux soins de garderie. Donc, c'est un problème qui n'a donc, c'est un problème qui a été mentionné depuis les dernières 50 années, mais je peux voir vraiment qu'il y a une opportunité politique pour nous par rapport aux garderies, aux soins apportés aux enfants. Donc, mais voilà l'opportunité que j'ai identifiée. Donc, merci, Anjem. Et je pense qu'il y a quelqu'un dans ton organisation qui fait partie, en fait, de ce groupe de travail. Oui, bien sûr. Veux-tu nous en parler? Donc, Cilia Malroy va faire partie, en fait, de ce groupe de travail. C'est un groupe qui consiste à 18 personnes. Et donc, donc c'est sûr que nous aimerions voir plus de représentation en termes de femmes qui travaillent dans le milieu social parce que c'est un domaine où il y a beaucoup de femmes qui travaillent là, mais nous allons essayer de promouvoir cette perspective dans le cadre de ce groupe de travail. Merci, Anjum. Et une coach aussi du Centre de collaboration de la santé, la docteure Gaynor, qui vient de la Nouvelle-Écosse, a aussi été nominée à ce groupe de travail. Donc, il y a deux connexions pour nous qui nous permettent d'avoir accès à cette opportunité politique. Donc, merci Anne-Jeanne pour ces paroles encourageantes. Donc, Lindsay, nous allons vous passer la parole. Donc, la docteure Lindsay McLaren enseigne au département des sciences de la santé communautaire et à l'Institut O'Brien pour la santé publique de l'Université de Calgary. Donc, ça, c'est je suis une ancienne étudiante, en fait, de cette université. Elle agit à titre de rédactrice principale de la Revue canadienne de santé publique et de co-rédactrice de Critical Public Health, qui est un excellent magazine. Elle effectue actuellement un congé sabbatique en tant qu'associée de recherche au Centre canadien de politique alternative. Donc, elle a beaucoup de chapeau, en fait, qu'elle porte sur sa tête. Donc, alors, la même question, comment la crise actuelle de la COVID a-t-elle mis en lumière des problèmes politiques auxquels vous êtes confrontés et comment pouvons-nous faire avancer les choses? Donc, merci beaucoup, Claire. Merci pour l'opportunité de participer ici à ce qui se passe et merci à tous ceux qui sont rejoints à la conversation. Donc, je veux dire que moi, je n'ai pas un seul problème politique auquel je m'intéresse, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt une vision globale, cohérente, qui soit en fait supra-politique. Et donc, peut-être que je vais dire quelque chose qui est évident, mais je pense que c'est vraiment une opportunité unique pour vraiment promouvoir une version de la santé publique qui prenne en compte les déterminants sociaux de la santé. Donc, j'ai 4 choses que je voudrais dire à ce sujet dans mes remarques du début. Tout d'abord, je pense que nous avons une idée de ce à quoi pourrait ressembler cette vision parce que ça a été déjà mentionné à plusieurs reprises. Donc, certains exemples pourraient inclure la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé de 1986 qui a vraiment identifié un écosystème stable, le besoin d'une santé publique qui fonctionne, le rapport de 2008 de l'OMS sur les déterminants de la santé a conclu que la chose la plus importante que nous pourrions faire pour le bien-être et l'équité en santé est d'améliorer les conditions de vie et de s'attaquer à la distribution inégale de l'argent, des pouvoirs et des ressources. En 2015, le dernier rapport de la Commission Vérité et Réconciliation a indiqué à quel point il était impératif d'avoir une réconciliation qui nous englobe tous. Je pense qu'il y a des raisons clés pour lesquelles la COVID est vraiment une opportunité pour promouvoir les déterminants sociaux de la santé. C'est que beaucoup plus de personnes sont devenues conscientes de l'importance du rôle du gouvernement dans nos vies. Et ensuite, les gens ont appris des connaissances de base en macroéconomique et c'est vraiment très important en termes de
déterminants sociaux de la santé. Et en termes du rôle que le gouvernement joue dans nos vies, cela a été prouvé par l'absence, malheureusement, du gouvernement et donc les inégalités massives que nous avons pu voir avec la COVID-19 en termes de gestion de la maladie et de l'impact des mesures de santé publique. Cela reflète une érosion du secteur public au cours dernière décennie et cela montre aussi le manque euh, de régulation par rapport à l'augmentation de la richesse de la minorité. Mais cela a eu un impact sur un grand nombre de personnes et c'est important parce que là partent du potentiel pour que les gens, en fait, adhèrent à cette idée de promouvoir une équité en santé publique. Donc, et je pense que nous pouvons regarder en fait à notre soutien social à l'assurance sociale comme des exemples. Ces systèmes vraiment ont été décrits comme étant punitifs. Et donc, et je pense qu'avec la pandémie, beaucoup de personnes se sont rendues compte qu'ils ont eu besoin, en fait, d'avoir accès à ces systèmes de soutien fédéral. Nous avons peut-être à l'avoir maintenant plus de soutien pour la mise en œuvre d'un système qui soit beaucoup plus équitable et qui intègre plus de personnes. Donc, j'espère que il y a quelque chose qui est très important pour nous en santé. J'ai vu que nous avons vu que le gouvernement fédéral a injecté vraiment de grandes quantités d'argent et s'est vraiment mobilisé. Et beaucoup de gens se sont posé la question de savoir comment le gouvernement pouvait dépenser autant d'argent. Donc, ce qui est devenu apparent, c'est qu'en fait, les gouvernements peuvent en fait dépenser beaucoup d'argent et devraient le faire quand c'est nécessaire pour soutenir leur population. Donc, il y a vraiment des narratifs dominants et que, que le déficit gouvernemental est un monstre qui doit être évité, ont été révélés pour ce qu'ils étaient. Et donc, il y a maintenant un autre récit collectif qui émerge et qui montre en fait l'importance de prendre soin de la population et qui montre le rôle des banques centrales. Donc, les communautés de la santé publique peuvent contribuer à ce nouveau récit collectif pour pouvoir promouvoir les déterminants sociaux de la santé. Donc, troisièmement, je pense que c'est une occasion, une nouvelle opportunité pour la santé publique parce que je pense que la santé publique a besoin d'avoir une vision. Donc, la santé publique n'est pas bien compris. Donc, souvent, on la fusionne en fait avec le financement de la santé. Et donc, des fois, cela diminue l'impact que cela peut avoir. Et donc, même au cas de la pandémie, donc, la vision de la santé publique qui a été promue, c'est vraiment une vision très étroite. Et surtout, c'est juste la gestion des maladies contagieuses par le système de santé. Donc, nous n'avons pas beaucoup parlé, en fait, des déterminants de la santé, mais nous ne joignons pas vraiment le geste à la parole. Et quatrièmement, en tant que chercheuse en santé publique, j'ai vraiment eu le plaisir et le privilège de travailler avec des collègues de plusieurs disciplines, surtout en sciences politiques. Et bien sûr, le concept d'une opportunité politique qui est le sujet de notre conversation aujourd'hui, ça s'enracine un peu dans des concepts de sciences politiques. Et donc, je veux vraiment vous parler en fait d'une théorie de John Kingdom, qui est un scientifique politique américain. Donc, pour lui, il définit l'opportunité politique comme la convergence de trois courants. Donc, il y a le problème. Donc, ce sont les problèmes sur lesquels les politiques publiques se penchent. Et donc, c'est ce qui se passe avec nous avec la COVID-19. Après, il y a le courant de la politique. Donc, c'est l'ensemble de solutions viables pour un problème. Et ensuite, il y a tout un ensemble de contextes qui est lié donc, au contexte socio-économique et cela crée en fait la confluence de ces trois crée en fait une opportunité politique. Et donc, cela veut dire que pour pour que la devienne une opportunité politique, il fait en fait que ces trois courants convergent et nous devons le faire de manière explicite. Et donc, il faut que nous expliquions ce que nous voyons et que nous identifions un ensemble de solutions afin de mobiliser cette nouvelle prise de conscience. Merci. Merci, Lindsay. Donc, c'était vraiment une réponse très complète et donc, c'est expliqué de manière très succincte. Donc, il y a vraiment beaucoup de contenu dans ce que vous venez de dire dans ces quelques minutes. Donc, et vraiment, et quand on pense à ce nouveau partenariat, les scientifiques politiques pourraient en fait
ont développé un ensemble de connaissances dans lequel nous devrions examiner. Donc, Paul, maintenant, je vais te poser la question. Donc, Paul est un stratège en urbanisme et le directeur exécutif par intérim de la Black Health Alliance. Au cours des 10 dernières années, il a conçu des interventions axées sur la santé et le bien-être pour prévenir la violence communautaire, soutenir la santé mentale et intervenir en cas de dépendance. Il s'est impliqué aussi dans le secteur des services sociaux dans le but d'améliorer les résultats pour les enfants, les jeunes et les familles noires. Son travail est actuellement axé sur la planification sociale, l'équité en matière de santé et la lutte contre les causes de la détresse et de l'inégalité dans des quartiers. Donc, Paul, bienvenue à notre panel. Donc, nous avons vraiment hâte d'entendre tes commentaires et ta perspective. Merci, Paul. Merci encore. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis située, en fait, à Toronto, sur le territoire traditionnel d'Anishinaabe, des Ojibwe et de la Confédération Haudenosaunee. Et je pense que c'est important de reconnaître cela et de dire que tout le travail que nous faisons ici en tant que Black Health Science s'appuie en fait sur le travail de générations d'Afro-Canadiens qui ont contribué et donc qui ont contribué en fait, je vais arrêter de dire nous construisons sur la base de leur travail. Donc, pour répondre à la question, je pense que les commentaires de Anjum et Lindsay m'ont fait me font sortir de la réponse que j'avais préparée parce que je pense que c'est important d'intégrer une conversation sur l'équité et sur ces opportunités politiques et de penser d'un point de vue intersectionnel. Et j'espère que je vais pouvoir en fait rassembler toutes ces informations et vous proposer quelque chose de tangible. Ce que nous avons vu, c'est que la COVID-19, la pandémie, a vraiment eu un impact très spécifique sur les communautés noires, racialisées, autochtones et autres communautés. Nous savons que ça a vraiment eu un gros impact sur les femmes à travers plusieurs intersections. Et souvent, quand nous parlons d'équité, quand nous parlons de santé publique, nous parlons à vraiment un niveau très théorique. Donc, mais ce que j'aimerais faire, c'est rapporter cela au niveau du quartier et de vous expliquer, en fait, donner un exemple de comment ce travail se produit et comment nous pouvons continuer à poursuivre ce travail. Et donc, je pense que ce que nous voyons très clairement, et donc, je ne veux pas être concentrée sur Toronto parce que je sais que nous avons une conversation nationale, mais à Toronto, nous voyons vraiment très clairement que là, il y a eu le plus d'impact en termes de cas de la COVID. C'est vraiment concentré dans des quartiers très spécifiques. Et donc, nous avons vu que c'est concentré dans des quartiers spécifiques à cause de ce que nous savons. C'est à cause des déterminants de la santé sociaux et structurels. Donc, si vous regardez aux communautés racialisées, noires et autochtones, et on regarde certaines des données, on commence à se rendre compte que les communautés noires sont surreprésentées dans plusieurs déterminants de la santé, que ce soit en termes des revenus, en termes de la sécurité alimentaire, le logement, l'éducation. Donc, pour plusieurs personnes, ce n'est pas étonnant de voir que le déroulement, en fait, de la pandémie, l'impact sur la vie, des vies individuelles et dans des quartiers. Donc, ce n'est pas surprenant pour plusieurs personnes. Donc, l'exemple que je voudrais partager, c'est qu'au début de la pandémie, il y avait vraiment plusieurs organisations communautaires, des personnes qui ont collaboré pour pouvoir s'appuyer sur le travail de Sané Dubé, et donc, elle avait écrit en fait un rapport sur le fait de recueillir des collectes, des données désagrégées en termes de race. Et donc, nous avons réussi à le faire et nous avons réussi à convaincre plus ou moins des personnes qui travaillent dans l'espace de la santé publique de prendre ces données, de conduire une analyse solide et de combiner cela ou de l'intégrer à un plan d'action qui pourrait répondre de manière plus efficace aux problèmes identifiés. Et donc, je pense que nous sommes en train d'avoir une conversation sur l'équité et la COVID-19, mais je pense qu'il manquerait quelque chose si nous ne parlions pas en fait de l'impact du meurtre de George Floyd et l'impact que cela a eu sur la capacité de la santé publique et de ce système de répondre à ces besoins spécifiques. Donc, je pense que nous avons pu arriver à ce que
les systèmes dans ce nouveau contexte arrivent à penser vraiment à l'impact que cela a sur les communautés, comment cela les impacte. Et nous avons réussi à en faire en sorte que la santé publique et les autres systèmes vraiment s'intéressent plus aux communautés afro-canadiennes et autochtones d'une manière inégalée. Et donc, la raison de notre succès, c'est parce que nous avons réussi à avoir une collaboration entre les voix communautaires, les universitaires et d'autres acteurs. Et en termes d'identifier des opportunités politiques, donc je n'ai pas une liste prescriptive, mais dans mon expérience, que je vois de manière typique, c'est qu'il y a une opportunité, en fait, d'abattre, en fait, les divisions entre les différents silos. Et donc, et pour nous, ça nous permet de mettre en place de vraies actions dans un temps très court pour obtenir des résultats équitables. Donc, je pense que compléter ce que Lindsay et Anjem ont dit ici, nous pensons aux déterminants sociaux de la santé et leur impact sur une variété de personnes. Et pour moi, c'est ce qui est basé sur la vie de vraies personnes dans les communautés et dans les quartiers. Cela nous permet en fait de prendre des actions réelles en termes de déterminants sociaux de la santé par rapport à la pandémie de la COVID-19, mais aussi par rapport au fardeau auquel ces communautés sont confrontées habituellement. Merci vraiment, Paul. Donc, ça a vraiment été très bien exprimé. Et donc, ça nous a, à mon avis, des choses pratiques auxquelles nous pouvons réfléchir pour savoir comment aller de l'avant.